Et pour parler, mesdames, messieurs, davantage de la situation à Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame Telima. Alors, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, la situation reste très tendue à Gaza, 3 semaines après la signature de l'accord mettant fin aux hostilités israéliennes. Alors, comment vous voyez la situation actuelle à Gaza? Bon, pour moi, il n'y a rien de surprenant dans les violations israéliennes quotidiennes du cessez-le-feu. Ces violations ne se limitent pas d'ailleurs au bombardement et assassinat régulier des Palestiniens. Elles s'étendent aussi à la restriction de l'introduction de l'aide humanitaire, qui n'a pas dépassé une centaine de camions par jour en moyenne depuis le 10 octobre, tandis que l'accord signé à Sharm el-Sheikh par toutes les parties, y inclus Israël, envisageait au moins quelques 600 camions par jour. Ceci est le nouveau mode d'action par Israël dans la région. Il a été essayé auparavant avec succès au Liban et en Syrie. Il se répète maintenant à Gaza. C'est plutôt le nouvel état normal du nouveau Moyen-Orient prêché par Israël et les États-Unis, selon lequel Israël aurait le droit de frapper où il veut, qui il veut et quand il veut. Avec des guerres dévastatrices initiées par Israël, mais incomplètes parce que Israël est incapable de réaliser tous ces objectifs, malgré l'appui financier et militaire des États-Unis, bien sûr. Israël opterait alors à signer des accords pour cesser le feu, comme ce fut le cas avec le Liban et la Palestine, afin de se reposer et épargner ses soldats et ses ressources. Mais l'ambiguïté de ces accords lui permettrait de les violer avec l'appui des États-Unis, comptant sur l'effet de dissuasion causé par la dévastation des guerres qui l'avaient précédé. En même temps, comme on voit, les États-Unis exercent des pressions politiques énormes sur les adversaires d'Israël pour les forcer à signer de nouveaux accords qui réalisent sans combat ce qu'Israël n'avait pas pu achever tout seul par la force du génocide ou la dévastation prolongée. Alors, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Guterres, il s'est dit profondément préoccupé par les violations continues de cessez-le-feu à Gaza. Est-ce que vous voyez qu'on pourrait avoir une position internationale, une pression internationale cette fois-ci pour faire respecter ce cessez-le-feu par les deux parties? Bon, à mon avis, je crois l'unique méthode de faire face à ces menaces existentielles à la paix et la sécurité de la région est de commencer par refuser ce nouveau fait accompli qui consiste à établir l'hégémonie israélienne par harcèlement militaire, politique ou même économique, comme c'est le cas avec l'Égypte d'ailleurs en ce qui concerne le gel du contrat d'importation de gaz naturel. Cette résistance peut être manifestée par les mêmes manières économiques, politiques ou militaires si besoin, et elle doit commencer du monde arabe, suivi par la communauté internationale. Sinon, il n'y aurait qu'à se soumettre à cette hégémonie, mais encore à mon avis, cela reviendrait à un jeu à somme nulle, où le gagnant accapare tous les bénéfices et les perdants restent dépourvus. Et en ce cas-là, je peux vous assurer que c'est une recette pour une nouvelle explosion qui affecterait toute la région. Une explosion à dimension gigantesque qui vont définitivement dépasser les effets du déluge du 7 octobre. Alors, selon vous, monsieur l'ambassadeur, quels sont les points de cet accord qui vraiment font que la situation reste toujours difficile, qu'un cessez-le-feu reste toujours difficile à être respecté pleinement? Bon, tout d'abord, le plan Trump pour la paix, qui est plutôt le plan de cessez-le-feu pour Gaza, est ambigu en ce qui concerne les obligations d'Israël, mais très clair et précis en ce qui concerne les obligations des Palestiniens, de Hamas et même des médiateurs arabes. Comme les obligations d'Israël sont ambiguës et sont conditionnées à la réalisation de préconditions par les Palestiniens et les médiateurs, la situation reste floue et ils permettent à Israël de briser le cessez-le-feu ou le violer et continuer à abuser des Palestiniens. Mais les pays arabes, appuyés par la communauté internationale et les Nations Unies, comme on a vu ce qu'avait dit le secrétaire général des Nations Unies,
doivent insister que les arrangements futurs pour réaliser le plan de la paix doivent garantir que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties, et surtout Israël, que la force de stabilisation, par exemple, qui devrait s'établir pour Gaza, dont laquelle les États-Unis ont circulé un projet de résolution récemment au Conseil de sécurité pour l'établir et constituer son mandat. Cette force doit être une force de maintien de la paix et non pas une force indépendante des Nations Unies. Elle doit assurer la protection des Palestiniens et non pas la protection des Israéliens et épargner à Israël et ses soldats et ses ressources de combattre et réaliser ses propres objectifs par les moyens des pays arabes et les soldats arabes ou musulmans. Il faut insister que cette force soit une force de maintien de la paix, qu'elle soit objective, qu'elle protège les Palestiniens et que la communauté internationale puisse contribuer à la reconstruction et qu'aussi Israël prenne la responsabilité de ses actions par la contribution à la reconstruction et aussi par juridiquement selon les crimes de guerre qu'elle a commis depuis 2 ans et quelques mois. Ouais. Alors, il y a aussi, Monsieur l'ambassadeur, des déclarations provocantes tout le temps de la part des responsables israéliens. Alors, comment, selon vous, cela menace également ce cessez-le-feu à Gaza? Bon, bien sûr, les déclarations des responsables israéliens, s'ils restent sans réponse, ils vont continuer et même essayer de s'appuyer sur les États-Unis pour mettre les mêmes positions et faire la pression sur les médiateurs et les pays et les mouvements de résistance. Mais encore une fois, s'il y a une réponse politique, économique et militaire si besoin par la communauté internationale et par le monde arabe, c'est le seul moyen d'arrêter cette arrogance israélienne. Ouais. Il y a également une expansion des hostilités israéliennes en Cisjordanie. Comment, selon vous, cela pourrait avoir des répercussions néfastes sur la situation à Gaza? Bien sûr, la situation est très précaire à Gaza. Et comme Israël a plus ou moins pacifié le front de Gaza, elle se tourne maintenant vers la Cisjordanie, vers le Liban et peut-être aussi vers l'Iran dans les semaines qui viennent. Alors, il faut essayer de contacter les États-Unis, faire la pression économique par les pays riches du Golfe qui avaient accepté à investir des trillions de dollars aux États-Unis pour essayer de bouger la position américaine qui est tout à fait suivante à la position d'Israël, qui appuie Israël aveuglément pour essayer de freiner un peu cette insolence israélienne. Ouais. Alors actuellement, Monsieur l'ambassadeur, le point le plus important, c'est la crise humanitaire à Gaza. Comment faire entrer, comme vous venez de parler, les aides. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire actuellement pour faciliter et rendre cette entrée beaucoup plus rapide pour faire face à cette crise humanitaire à Gaza? Bon, en addition à la pression politique, il y a, comme je disais tout à l'heure, un projet de résolution que les États-Unis ont circulé au Conseil de sécurité pour accommoder les préoccupations d'Israël en ce qui concerne cette force et le Conseil de paix qui va gouverner Gaza. Alors, il faut insister que cette résolution comprenne aussi une partie importante sur l'introduction de l'aide humanitaire, insister à introduire au moins 600, sinon plus, de camions par jour et faire la pression pour que Israël accepte tout ça. Sinon, il faut menacer par des mesures punitives contre Israël et ses responsables qui ne cessent pas de sortir toutes ces déclarations hostiles, non seulement à la région, mais au monde entier. Ouais. Alors, dans quelques jours, voire quelques semaines, on doit avoir une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Est-ce que vous voyez que cela peut arriver avec cette situation fragile, ce cessez-le-feu fragile dans la région?
Bon, c'est une excellente question, Madame Telema, parce que on a été dans une situation similaire dans les mois de janvier, février, mars, durant la trêve précédente qu'Israël avait brisée avec l'appui des États-Unis. Alors maintenant, l'Égypte, depuis février 2025, dit qu'elle va convenir cette conférence, mais à cause de la rupture du cessez-le-feu, la continuation de la guerre et de l'instabilité de la situation, l'Égypte n'a pas pu mettre en œuvre cette conférence, qui est d'ailleurs appuyée par l'Union européenne et par le monde entier, même plus ou moins par les États-Unis eux-mêmes. Maintenant, l'Égypte continue ses efforts pour mettre en œuvre cette conférence ou la convenir, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il serait possible de la convenir dans 2 semaines, vu la situation tendue qui reste dans les territoires occupés, et vu aussi l'insistance d'Israël à briser le cessez-le-feu et mettre des obstacles devant l'introduction de l'aide humanitaire. Mais bien sûr, cela ne donne pas l'excuse d'arrêter nos efforts, ni de contacter toutes les parties intéressées, surtout en Europe et aux Nations Unies, pour mettre plus de pression sur Israël et les États-Unis pour convenir cette conférence. Ouais. Un autre point important, Monsieur l'ambassadeur, qui doit aller de pair avec tous les efforts internationaux, c'est c'est-à-dire le dialogue interpalestinien. Il faut se mettre d'accord entre Palestiniens pour, une fois que ce cessez-le-feu est vraiment appliqué sur le terrain, on commence à vraiment bâtir ce pays. Monsieur l'ambassadeur? Oui, je vous écoute. Vous parliez des efforts pour la réconciliation palestinienne. Oui, du dialogue interpalestinien, exactement. Oui, bien sûr, l'Égypte joue un rôle important en ce qui concerne la réconciliation palestinienne. Il y a eu des entretiens entre le Hamas et l'autorité palestinienne au Caire. Il y a eu des entretiens entre les différentes factions palestiniennes au Caire. Mais je crois que l'important, c'est de rester avec ce plan, éclaircir le plan de paix ou le plan de cessez-le-feu. Et après, je crois que les autres parties du puzzle vont se mettre en place, mais il ne faut pas prendre les difficultés entre les Palestiniens ou entre Palestiniens comme excuse pour Israël ou les États-Unis pour essayer de arrêter le cessez-le-feu ou continuer à mettre des obstacles pour la reconstruction ou l'introduction de l'aide humanitaire. Mais au moment où le cessez-le-feu est établi, au moment où la reconstruction commence, il sera très possible d'arriver à un comité indépendant pour gouverner Gaza, de réconcilier les factions palestiniennes qui ont montré une responsabilité et une haute responsabilité à respecter leurs différents accords avec les médiateurs et avec même Israël et les États-Unis. Ouais. Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, je rappelle, vous êtes ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, une petite pause avant de reprendre notre édition de Bonjour l'Égypte.